Alors, moi, je m'étais toujours posé une question. Comment se fait-il que le signataire français du traité de Rome était un jeune secrétaire d'État de 35 ans? Il se trouve que j'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, d'être secrétaire d'État à 35 ans. Secrétaire d'État aux finances, et ensuite à la santé et à la sécurité sociale. On ne m'aurait pas envoyé signer le traité de Lisbonne, de Maastricht ou de Nice. Dire c'est le ministre, c'est le président de la République, et à l'époque, c'est pas encore la 5e République, ça aurait pu être le président du Conseil ou, au minimum, le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi c'est un mec de 35 ans qui s'appelle Maurice Faure, qui est député du Lot, qui est inconnu à l'époque, après il sera plus connu, mais à l'époque il est inconnu, il débute dans la vie politique, comment ça se fait que ce soit lui qu'on envoie signer le traité de Rome? Il se trouve que je connais un des fils de Maurice Faure, qui est mort il n'y a pas longtemps, Maurice Faure, le fils est toujours vivant. Et je lui ai posé il y a quelques années cette question. Il me dit, bah, je sais pas, je peux poser la question à mon père. Il a posé la question à son père, qui lui a dit, écoute, mon petit, personne ne voulait le signer. Parce qu'en réalité, tout le monde était contre. Le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Christian Pinault, qui était socialiste, ne voulait pas le signer. Guy Mollet, qui a été président du Conseil, où il a précédé Bourgès Monori, ni l'un ni l'autre ne voulait le signer. Et il dit, c'est pour ça que je m'y suis collé, parce qu'il n'y avait aucun grand leader politique qui voulait le signer. Pire, ou mieux, dépend de quel côté on se place. J'ai découvert, en relisant les débats parlementaires, vous avez ça sur Internet sans problème, vous regardez Google, débat de ratification sur le traité de Rome 57, j'ai relu le discours, enfin lu, parce que je n'avais jamais lu, le discours de Pierre Mendès France, qui est le grand modernisateur, en tout cas c'est l'image qu'il a. Mendès France a voté contre le traité de Rome. Et si vous lisez son discours, qui est fort bien fait, et qui est assez convaincant d'ailleurs, c'est un discours quasiment souverainiste, en disant notamment sur la liberté de circulation, on ne sait pas où on va, etc., etc. Donc il faut savoir que nous avons signé le traité de Rome en 1957, et qu'il y avait énormément de réticences dans le monde politique, et y compris dans celui que l'on croit favorable à l'Europe. Je ne parle pas des communistes, des boujanistes qui étaient contre. Là, je parle des radicaux, des socialistes. Il n'y a que les MRP, les démocrates chrétiens, qui étaient franchement pour. Mais au sein des socialistes et des radicaux, tous les partis de ce qu'on appelait la troisième force, il y avait beaucoup de scepticisme. Donc, excusez-moi cette digression, mais qui en dit long quand même. Donc De Gaulle arrive, tout le monde croit qu'il va passer par pertes et profits le traité de Rome. De Gaulle, quand il arrive, il a d'abord d'autres chats à fouetter. Un, une nouvelle constitution. Deux, la question algérienne. Trois, j'en ai pas encore parlé, mais j'en parle dans le livre, la question africaine. Parce que le père de Gaulle, il a 70 ans à l'époque, un peu moins. Il se tape 20 000 km au mois d'août 58, où il fait toutes les capitales africaines de l'Empire. Paris, Fort-la-Ville, qui s'appelle N'Djamena maintenant au Tchad, Tananarive, retour à Brazzaville, ensuite Abidjan, Dakar, Ouagadougou, Bamako, et après Alger. Donc il se tape ça pendant tout l'été 58, il va partout. Et donc il prépare l'accession des pays africains à l'indépendance. Donc c'est quand même pas rien. Donc il se tape enfin, il fait ça déjà. Mais il ne se désintéresse pas de l'Europe. Et donc, il consulte tout le monde. Il voit d'abord le patronat. Et le patronat lui dit ah non, 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 on ne peut pas abaisser les droits de douane de plus de 10%, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a plus d'économie française. Il voit les dirigeants agricoles, qui ne pensaient pas de marché commun, si on supprime les barrières douanières, il n'y a plus d'agriculture française. Il voit la plupart des économistes et des inspecteurs des finances de la rue de Rivoli, qui est le siège à l'époque du ministère des Finances, et on lui dit, oh là là, pas plus de 40% de baisse des droits de douane. Donc tout le monde est contre. Tout l'establishment
économico-intellectuel français et est en fait contre le marché commun. Il fait son jugement en voyant beaucoup de monde pendant l'automne 58. Il est aidé par un homme qui est peu connu à l'époque, qui s'appelle Georges Pompidou, qui est son directeur de cabinet, et par un immense économiste qui s'appelle Jacques Rueff. Et finalement, il décide que la France rentrera dans le marché commun le 1er janvier 59 avec une baisse de 90% des droits de douane, avec deux conditions qu'il a obtenues des Allemands, qu'il a invités à passer en septembre 58 un week-end privé à Colombey avec Konrad Adenauer, qui est le chancelier allemand. Donc il top avec les Allemands, et les deux contreparties, c'est la création de la politique agricole commune, et deux, des négociations commerciales. Vous avez entendu parler évidemment des négociations de l'OMC, à l'époque ça s'appelait le GATT, c'était avant l'OMC, et donc que les négociations pour le GATT se fassent les 6 pays européens ensemble face aux États-Unis pour peser commercialement face aux États-Unis. Donc ce point d'histoire mérite d'être relevé parce que qu'est-ce qui fait que la construction européenne se fait finalement? C'est que ce n'est pas seulement une union douanière et un grand marché, c'est un espace dans lequel il y a des politiques communes. La politique charbon-acier dont j'ai parlé, la politique agricole qui est nouvelle, et la politique commerciale extérieure qui, elle, est nouvelle.